commencé à 1967, où on l'a pratiquement terminé. 1962, 1967. Et ceci est en fait un musée, mais c'est exactement la machine sur laquelle nous avons travaillé et qu'on a pu, grâce au soutien des fonds publics français, transformer en musée pour accueillir des... Sur la matière. La matière, comme vous le savez, est constituée de particules élémentaires. Et moins 30 kg. 10 puissance moins 30. C'est-à-dire 0,29 0 et 1 en kilogrammes. C'est une particule qu'on trouve partout dans la nature. Et voici comment on réussit à l'extraire pour l'observer. Pour observer des électrons, on chauffe un corps métallique, par exemple du tungstène. Vous connaissez tous le tungstène. C'est ce qu'il y a dans les lampes électriques. Et il fabrique des photons. Des photons, ce sont des grains de lumière. Et les photons, ces grains de lumière, sont ceux qui entrent dans les yeux, qui sont perçus par notre rétine et qui nous permettent de voir. Donc, ça émet beaucoup de photons. Et c'est ceux qu'on voit, pas quand on regarde le soleil, parce qu'on risque de tomber aveugle, mais c'est cette lumière qui nous baigne, ce sont des photons. Et il y a aussi d'autres particules. Longtemps, l'existence des électrons. On connaissait depuis peu de temps l'existence des anti-électrons. Les anti-électrons, c'est l'antimatière très légère. Et que vous la jetez dans la matière, même si vous avez donné beaucoup d'énergie à cette particule, le plus gros de l'énergie est perdu dans un choc contre des choses beaucoup plus lourdes que l'électron. Et donc, vous perdez une grande partie de votre pouvoir d'observation. Cette maquette-là, l'ensemble du laboratoire. Ici, au total, ici, ça fait presque 1 km. Un très grand laboratoire. Ici, on a comme une lampe électrique très puissante. On chauffe avec du tungstène, ça émet des électrons un peu partout. On focalise les électrons dans un champ électrique pour les attirer vers l'avant. Et puis, on continue à les accélérer en leur donnant une impulsion électrique à chaque fois, environ tous les 10 cm, on leur donne une grosse impulsion dans la couleur du bleu. Et c'est ces photons de couleur bleue qui arrivent dans nos yeux. Et c'est comme ça qu'on se dit qu'il y a des électrons. Mais en fait, ce que nous voyons, c'est les photons qui sont fabriqués par ces électrons qui frappent un atome une molécule d'hydrogène. Ici, vous voyez que le flux d'électrons part vers le haut. Ici, ce sont des bobines dans lesquelles je peux faire un champ électrique, un champ magnétique, je veux dire. Je vais faire passer l'électricité dans ces deux bobines et je vais faire un champ magnétique dans cette direction-là. Regardez ici, j'ai une petite boussole dessus où on voit les aiguilles, le nord et le sud. Vous allez la voir tourner. Voilà. Et là, j'ai établi un champ magnétique et les électrons tournent à l'intérieur du champ magnétique. D'ailleurs, on voit qu'il y a un champ magnétique qui a été créé parce que, regardez, je vais baisser l'intensité du courant. Et là, quand il n'y a plus de courant, l'aiguille retourne vers le nord. Je remets le courant. Et là, le champ est au maximum. Ici, c'est un aimant assez puissant. Bon, personne n'a une boucle de ceinture en acier. Voilà. C'est pas d'acier, ça ne voit pas. Et voilà, regardez la perturbation faite par cet aimant-là. Dès que le champ est perturbé, au lieu que les particules continuent à circuler en rond, ben, elles se perdent.
Donc, vous avez ici l'illustration d'un des principes de base de la physique qui s'appelle courant, champ, force. Ici, j'ai créé un courant. Ces tuyaux se continuent sur tous les côtés, de l'octogone. Ce gros chose-là, c'est de la circonférence. Et dans l'aimant, vous voyez les éléments qui sont rouges, qui sont enfermés dans le bleu. Les éléments rouges, ce sont les bobines dans lesquelles on met du courant électrique. Et le bleu, c'est du fer. Et le champ se passe comme ça, entre les deux pôles du fer, le nord et le sud. Même aimant, et ainsi de suite. Il y en a 8 comme ça. On fait passer un courant électrique très puissant dans les bobines. Et les bobines, bien entendu, il faut les refroidir parce que le courant produit beaucoup de chaleur, bien que les bobines soient en cuivre. Et donc ces bobines-là sont entourées par de l'eau et on fait circuler l'eau pour refroidir. Voilà pour faire le champ magnétique. Et grâce à ce champ magnétique, exactement comme dans la même petite machine, on peut faire tourner les électrons en rond autour de cette machine. Pas exactement en rond, parce que quand ils sont, par exemple, ici, de charges opposées, ça tire les uns les autres, mais les particules de même charge se repoussent. Alors, les électrons, ils n'ont qu'une envie, comme de la lumière, qui reçoivent ce champ magnétique, reçoivent une force comme ça. Avec des 3 doigts. Alors, si j'ai des électrons qui vont dans le sens de mon pouce, qui sont dans son champ, ils reçoivent une force comme ça. Si j'ai des positrons qui vont dans l'autre sens, qui ont une charge opposée, c'est exactement le même courant. Dans le même champ, ils reçoivent la même force. Et donc ici, dans cette machine, on peut faire tourner des électrons dans un sens, des positrons dans l'autre, avec une pompe à membrane. C'est ce qu'on utilise pour faire le vide dans le petit tube d'électrons qui arrive en verre dans l'autre sens. Alors, de temps en temps, deux se rencontrent et émission de gerbes de particules et d'antiparticules. Et les chambres, là, qui sont de véritables chambres, ce sont des plaques en acier inoxydable de 1 cm d'épaisseur, avec, entre les plaques, un gaz acide en fait. Quelquefois, on en voit un qui ne part pas du centre. On en a vu un tout à l'heure. Encore du centre. Et voilà, vous voyez, il y en a un qui est parti sur le côté. Ce qui est parti sur le côté, c'est en fait un rayon cosmique qui a fait la même chose que l'annihilation. Alors, les rayons cosmiques, je suppose que vous avez entendu parler, dans l'ensemble de l'univers, il y a un flot de rayons cosmiques qui circule. Sur chaque centimètre carré, 1 cm carré de surface de la Terre, il y a 10 puissances. C'est là que j'ai travaillé il y a 50 ans. Non, il y a un peu plus de 40 ans, 45 ans. Oui. Et donc, toute cette partie-là servait au contrôle des aimants du système de radiofréquence et du contrôle du vide pour être sûr que la machine pouvait fonctionner. Cette partie-là servait à mesurer et faire fonctionner le système pour injecter des particules. Et puis ici, il y avait les baies qui commandaient la partie du détecteur où on voit les chocs. Là. Ces baies étaient commandées ici. Pour, à l'époque, pouvoir observer une annihilation, il fallait avoir un système électronique dont le temps, la vitesse de montée
où la vitesse de descente du signal était de 1 nanoseconde. Alors, rappelez-vous, 1 seconde, 1 milliseconde, ça c'est le millième de la seconde, 1 microseconde, le millionième de la seconde, nanoseconde, c'est le milliardième de seconde. Il fonctionnait uniquement la nuit. Pourquoi? Premièrement, vous qui êtes jeune, vous n'imaginez pas, mais en 1960, on était 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait encore, il n'y avait pas assez d'électricité, qui dépense beaucoup d'énergie. On pensait les refroidir avec l'eau de l'Yvette. L'Yvette, c'est les lycéens pour certains, pour d'autres, déjà, vous commencez, j'espère, des études supérieures. Soit plutôt attirés vers la science que vers le droit, la politique, etc. Parce que, d'une façon générale, en Europe et en France, on manque de scientifiques. On n'a pas assez de chercheurs pour continuer à progresser. Alors, c'est pour que à la fois des enfants et puis peut-être leurs parents ou leurs grands-parents disent « c'est bien d'aller dans une carrière scientifique ». Pour ma part, j'ai commencé dans une carrière scientifique. Comme j'étais bon en mathématiques et que je travaillais beaucoup, j'ai pu aller faire de l'informatique. C'était d'origine française ou ils étaient d'origine plutôt européenne, puisqu'il y avait un Italien, oui. un Allemand, un Anglais, je pense qu'il y avait le reste qui était français, et un Breton. Et en fait, nous étions dans l'ensemble du monde scientifique, nous n'étions que 200 dans cette discipline-là. Et on se connaissait les uns les autres. Et alors ici, on avait 4 laboratoires qui étaient concurrents. Là. Tout ça c'est sous vide. Tout ça c'est sous vide, hein, non pas exposé comme ça. Il y a une source qui fournit donc ici, c'est quoi qui était accéléré? Peut-être des ions? Probablement des ions, donc il fournit des ions. J'ai introduit ici un ion positif par exemple. Et que cette première électrode apporte un potentiel négatif, l'ion est attiré. Donc, pardon? Cathode et anode, oui, on peut dire ça comme ça, plus et moins, oui, absolument. Une fois qu'il est passé au travers, donc il a gagné une petite accélération, quand il en sort, il va inverser la polarité, de façon à ce que l'électrode qui est derrière lui devienne positive, ce qui va le repousser, et celle qui est devant va devenir négative, ce qui va l'attirer. Et donc, alternativement, on inverse le sens des protons. C'est des millions d'électrons. Ça, c'est des millions d'électrons. D'accord. Ouais, donc en fait, c'est toujours des allers-retours entre plus moins, plus moins, qui vont être repoussés, attirés. Personne qui veut rester avec nous. On fait pas cela. D'accord. C'est pas bien tourné, hein? Ah bah là on fait. C'est du vide. Les électrodes, plus on s'éloigne, plus l'épaisseur change quand même. Les électrodes qui accélèrent et qui attirent. Plus on va vers là, plus l'épaisseur devient plus et l'espace devient plus gros. Donc, dis-moi ton manière. Ah oui? C'est trop drôle. Et 2 jours plus tard, moi aussi. Eh oui. Moi je le fais compliqué. On était l'équipe des...
c'est pas grave. Est-ce que vous voulez? Ça va? Ouais. Ouais, ça va. Elles m'ont dit, ne donnez pas de la nourriture. Un peu de silence. Nous allons nous déplacer vers un amphithéâtre où vous aurez pas un cours, non je vous rassure, ce ne sera pas un cours de mathématiques, ça sera je dirais une présentation de l'école par une personne qui s'appelle l'amiral Philippe Alquier, donc qui va vous présenter l'école et ensuite qui laisse sa place aux questions. Donc n'hésitez pas à préparer des questions et à nous poser des questions sur l'école polytechnique, comment on y entre, enfin toutes les questions que vous pouvez avoir. Donc n'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions et à vos attentes. Et c'est une opportunité pour nous de nous faire connaître et pour vous de nous connaître. Donc profitez-en. Ensuite, à l'issue de cet amphi, on divisera l'ensemble du groupe en plusieurs, à peu près en 10 groupes. Et vous aurez l'opportunité de visiter notre beau campus. Vous l'avez vu, il est très verdoyant, il est grand. Donc une petite visite du campus, où sont logés les étudiants, etc. Et ensuite, on ira dans des laboratoires. Et vous verrez comment s'articule à la fois l'enseignement et la recherche au sein de l'école polytechnique. Et ça vous permettra aussi de poursuivre vos questions auprès de chercheurs ou auprès de doctorants qui sont sur place actuellement et qui encadreront les groupes. Très familier de la langue française, même si ici c'est une école internationale, elle est quand même très française, vous allez le voir, et chaque fois qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous levez le doigt. Alors on va commencer par regarder un DVD sur l'école où on forme des gens dans des sciences fondamentales. Donc c'est tout à fait au-dessus de ce qui s'appelle les sciences appliquées, et on ne descend pas dans le détail des métiers qu'on a après. Ça pour le cycle ingénieur. Pour d'autres cycles, master ou doctorat, bien sûr, ils font des thèses. Exceptionnel au sens qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres qui ont le même modèle. Le premier point, je parle toujours de l'école d'ingénieur, mais il y a un oral qui vient de se terminer, qui dure 1 mois, et au cours duquel on interroge les gens en mathématiques, en physique, en langue, en français, en philosophie, voilà, un certain nombre de matières, en chimie. Donc une sélection très rigoureuse. Il y en a en gros 1 sur 11, 12 qui est pris à l'école. C'est que nous pensons
que les grandes découvertes scientifiques se passent à l'interface entre plusieurs disciplines. C'est pas uniquement en chimie ou en physique, mais il faut savoir faire aussi de la modélisation, donc des mathématiques. Il faut savoir faire de l'informatique à très haut niveau pour traiter les données. Bref, il faut être plus spécialisé en relations humaines, savoir parler à un public, savoir diriger une équipe, savoir organiser un groupe. Voilà, ça aussi c'est une formation qui est tout à fait particulière. Ça ne s'apprend pas à l'université, ça s'apprend nulle part ailleurs que dans les écoles militaires. Vous traitez ici en un an, en 3 mois, ce que nous faisons en un an au MIT. Et dans une discipline. Et nous, on le fait dans beaucoup. Un cours de sciences sociales où ils apprennent les fondements des sciences d'entreprise. Il y a une qualité de l'enseignement qui est particulière, et j'y reviendrai. Une vie sur le campus, les élèves sont pensionnaires ici. Tout à l'heure, on a vu des photos, et vous verrez tout à l'heure, des photos de l'endroit où ils habitent. Le soir, ils peuvent sortir le soir, évidemment. Ils ne sont pas prisonniers, mais ils habitent sur le campus, et du coup, ça crée un esprit tout à fait particulier, parce qu'ils ont des diplômes d'ingénieur. C'est le diplôme le plus traditionnel, c'est celui pour lequel l'école avait été créée en 1794. Sans doute celui qui vous intéressera le plus. Mais nous avons aussi créé des masters, il y a quelques années, il y a 5 ans, des masters des masters professionnalisants. Le master de recherche, c'est celui qui conduit normalement à aller faire de la recherche. Donc nous avons 1800 étudiants à peu près. En ce moment, il y en a moins depuis vendredi dernier. D'ailleurs, vous n'en rencontrerez pas beaucoup parce qu'ils sont en vacances. Et 400 professeurs de votre pays. Et à la fin, présenter le concours de l'école polytechnique. Vous pouvez très bien faire ça à condition d'aller dans une faculté qui vous prépare aux mathématiques ou à la physique et d'avoir de très bonnes notes dans ces 2 ans dans le Bachelor of Science. Et puis ensuite, on fait l'école polytechnique. Alors, pour rentrer à l'école, c'est un concours qui porte sur, en gros, 6 disciplines. Mais ça dépend des filières. Il y a 2 épreuves de mathématiques, une épreuve de physique, une épreuve de français. Je voudrais vous demander, vous avez dit que c'est très rigoureux votre école. Est-ce que cette rigorosité permet vraiment aux élèves, aux étudiants, de bien s'exprimer, d'avoir une liberté, puisqu'on sait tous que les étudiants ont une tendance à avoir une plus grande liberté, à bien choisir les disciplines qu'ils aiment, puisque là, d'une façon, vous imposez des disciplines que vous considérez fondamentaux. Est-ce que vous pensez que vraiment ça a de l'effet à la fin de leurs études, ou vraiment ils font pas aussi ils n'appliquent pas ça vraiment, ce qui fait que ça pourrait être peut-être des difficultés à se retrouver après, et que ça pourrait un peu gêner leur soi-disant talent ou leur envie de faire toute autre chose. Alors, il y a beaucoup de... La deuxième année qui est la première année, il y a le stage pendant 8 mois, et puis ce qu'on appelle le tronc commun, là tout le monde fait la même chose, c'est obligatoire et il n'y a pas beaucoup de choix. Dès la deuxième année, il y a beaucoup de choix. Il y a ce grand esprit de liberté. Il y a un grand esprit de liberté. Et les polytechniciens sont connus pour être très libres dans leurs pensées et dans leurs actions. Et tant mieux. Alors quelquefois pour la direction, ce n'est pas toujours très pratique parce qu'ils font des blagues, des choses un peu inattendues. Mais très bien, tant mieux. Vous avez parlé des étudiants étrangers. J'aimerais savoir si ces étudiants ont les mêmes droits que les étudiants français. Et la deuxième, c'est le partenariat, c'est-à-dire la coopération à l'international. Comment est-ce qu'une université à l'extérieur peut devenir un partenaire de votre polytechnique?
Alors oui, sur les deux sujets. La question, c'est, je ne sais pas ce que le monde a, mais personne ne voit la différence. Ils s'habillent de la même façon, ils ont le même grand uniforme quand ils le mettent, mais pas très souvent. Ils l'ont mis samedi pour défiler, vous les avez vus au 14 juillet, et il y avait des étudiants étrangers qui ont défilé, évidemment. Il y en avait même beaucoup. Oui. Est-ce que l'école polytechnique donne une bourse pour les élèves étrangers? Oui, aucun élève n'a jamais été refusé dans notre école pour des raisons économiques. Alors, si on est reçu à l'école polytechnique, on vous dit, voilà, la scolarité, c'est 11 000 € par an. C'est cher. C'est cher. Mais d'abord, c'est gratuit pour les étrangers, pour les mêmes revenus. Le premier pas, c'est de la demander. Et après, c'est l'école. Quand vous êtes reçu. Le sport par semaine, obligatoire. Oui. Est-ce que vous avez des équipes pour différents sports? Je sais pas, est-ce que vos élèves, ils vous représentent dans des compétitions, je sais pas, en Alors, nous avons, d'abord, il y a 16 disciplines sportives qui sont enseignées pour encadrer les élèves, qui leur apprennent le sport en question, qui les font progresser et qui les préparent aux compétitions. Et bien sûr, il y a des équipes qui se présentent dans tous les championnats universitaires. Au championnat de France, nous avons eu tout récemment le champion de France de judo, qui est un de nos élèves. Il y en a une équipe de basketteuses féminines qui a été en finale. Ils n'ont eu que la médaille. Alors, ce sont des capitaines et des sous-officiers. Les capitaines, ils ont un groupe de 100 élèves et ils suivent leurs activités scientifiques, c'est-à-dire qu'ils regardent un peu les résultats, ils les conseillent, ils les forment au point de vue humain, c'est-à-dire qu'ils leur apprennent les codes sociaux, On va commencer, vous avez vu le lac, vous êtes arrivé par là-bas. On va quand même y retourner voir. Pas décliner parce que les filles, ça fait seulement depuis les années 70 qu'elles peuvent être à l'école. Et c'est là la majeure promo, ça a été la première du concours. Voilà, donc première fille à l'école polytechnique. Voilà, c'est vraiment ça. Est-ce qu'elle est devenue alors maintenant? Je crois qu'elle a été conseillère de technique, oui, dans la République. Il y avait eu un président polytechnicien, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Regardez, c'est un peu les caractéristiques de l'école, l'historique, les traditions. Si par exemple vous avez c'est un peu de l'histoire, vous avez les rites d'intégration, mais ça ne se fait plus aujourd'hui. Le général actuel, c'est Xavier Michel, que vous voyez dans la photo. En 1974, ici, donc, à Palais du ministère de la Défense. Donc on va aller voir le lac, qui est en forme de bicorne. Le bicorne, c'est le chapeau des polytechniciens. Vous savez, c'est un peu le truc de Napoléon, sauf qu'il est dans l'autre sens. Et ils l'ont fait exprès? En hommage à la guerre de bataille de Paris en 1814. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la bataille de Paris? Moi, ça me disait rien, donc je suis allé voir sur internet tout à l'heure. Et en fait, c'était pour rendre hommage à tous les conscrits qui se sont battus pour Napoléon. Et puis en 1814, donc la bataille de Paris, c'est là où il a perdu. Donc, hommage à une défaite. Voilà. Avant, elle était à Sainte-Geneviève, enfin à Paris, puis ils ont déplacé la statue ici. Devant là. Parce qu'elle a été créée parce que c'était l'époque de la Révolution française. Les Français, on faisait beaucoup la guerre en ce moment, on perdait pas mal de batailles, on n'était pas très axés sur les sciences. Voilà. Et en fait, c'est pas Napoléon qui l'a créée. Oui. Là, vous avez quand même une grande
une très grande étendue, je ne sais plus combien ça fait d'hectares. Mais derrière, tout là-bas, c'est vide, c'est un peu de forêt, des grands espaces. Et là, on va aller voir un petit peu les terrains de sport. Et tout là-bas, il y a des centres de recherche comme Thales ou Danone. Thales, c'est l'aérospatiale pour la recherche, et Danone, c'est les yaourts. Donc on va... C'est des grands formats, des studios, je suis jamais allé faire. Et vous voyez tous les dessins, chaque fois que vous voyez le mot caisse, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, il y a Young Caisse. Au milieu du chemin, il y a voilà. C'est un peu comme bonjour. Oh là. Ça ne pas ça. Oh, oh, oh. Représentés par leurs étudiants, allons en France pour découvrir toute la culture, tous les plaisirs. Allons en France, on va parler cette belle langue à l'étranger. Oh yeah. Les Américains, les Australiens, les Africains, évidemment les Européens. Qui donnent la main. That's right. Allons en France pour découvrir toute la culture, tous les plaisirs. Allons en France, on va parler cette belle langue à l'étranger. De nouveau. Allons en France pour découvrir toute la culture, tous les plaisirs. Allons en France, on va parler cette belle langue à l'étranger. France pour découvrir toute la culture, tous les plaisirs. Allons en France, on va parler cette belle langue à l'étranger. Allons en France, on va parler toute la culture et les plaisirs. Allons en France, on va parler cette belle langue à l'étranger. Je crois qu'il y a le créateur de Citroën, Renault. Il y a les... Je sais pas si nous ils n'ont pas mis les noms là. Généralement, il y a des grands PDG qui viennent ici, vers avril, tous les jeudis matin. Vous avez le PDG de Saint-Gobain, de la SNCF, de la Poste. Alors l'uniforme, je crois qu'ils l'achètent avec leur solde. Il coûte à peu près 1000 €. Un seul des Mon amour, je mais c'est parfait. Non, c'est mon stock, c'est long. Les donne-moi mon ami, c'est mon amour. Jag tänkte så. Ah merde, t'as raté. T'as raté. Les jeunes de normal. Radioactif. Comment c'est pas venir. Ok, bonjour. Ah, je vais filmer en plus. Donc voilà, donc vous êtes dans un des laboratoires. C'est un laboratoire d'environ 70-80 personnes. Ça dépend si on inclut les stagiaires, à quelle période de l'année et tout. Mais en gros, donc ça fait à peu près cet effectif-là. Et la particularité de ce laboratoire, donc c'est un des nombreux laboratoires de l'école polytechnique. J'imagine qu'on vous a fait une présentation détaillée de l'école avec tous ces laboratoires. La particularité de ce laboratoire, c'est de mélanger des chimistes et des physiciens. De ce laboratoire, donc on travaille sur la matière condensée. Alors la matière condensée, ça veut dire l'état solide. Mais c'est de la matière, comme la matière à peu près ordinaire que vous voyez tous les jours. Donc l'idée vraiment de ce laboratoire, c'est de mettre
en relation étroite les physiciens et les chimistes pour pouvoir avoir à la fois des méthodes de synthèse qui soient grosses. C'est une filiale de Bouygues, c'est la plus grosse société française, c'est la plus grosse société au monde qui fabrique des routes. Il y a plein de filiales dans tous les pays, donc en France, donc le nom de cette société c'est Colas. Elle a plein de filiales dans tous les pays, mais c'est irrégulier, vibre bien ou vibre pas bien. En fait, on sait très très bien que quand un verre est fêlé, ou quand une cloche est fêlée, elle sonne beaucoup moins bien, ou le verre sonne beaucoup moins bien, que quand il est complètement lisse. Donc en fait, ici, dans cette aile-là, vous voyez, c'est des salles plutôt de synthèse, où sont réalisées en fait les synthèses des matériaux qui sont ici réalisés notamment par le groupe de chimie. Donc en fait, ce sont des expériences qui sont faites souvent sous hotte, où on fait pas vraiment de la synthèse, pour faire de la synthèse, c'est plus de l'élaboration de matériaux qui peuvent avoir différents types de mise en forme. Vous voyez avec le radioactif, il n'y a rien de radioactif. C'est en fait un appareil qui permet de faire de la diffraction des rayons X. Basé sur le principe de l'interaction rayonnement-matière, donc soit des choses qui captent la lumière, soit des choses qui émettent de la lumière. Et donc on a pas mal de spectros type. Ce qui est très important quand on fait des matériaux, c'est vraiment la caractéristique et un peu de mécanique, parce que on est toujours amené à faire des besoins qui sont parfois très spécifiques en termes. Donc ici au laboratoire on a deux mécaniciens. Vous voyez une espèce de gros cylindre métal là. Donc la ligne rouge, on va dire. C'est filmé en plus. D'accord, c'est dur de ne pas rentrer dans les détails. Donc c'est une manip de photoémission. Donc on étudie comment on peut émettre des électrons à partir d'un échantillon de semi-conducteur. Et en plus de ça, on étudie la polarisation des électrons qui sont émis. Donc pour ça, en fait, il y a deux parties dans la manip. Il y a une partie vraiment photoémission où on a une cathode, c'est-à-dire un bout d'échantillon qu'on va chauffer pour le nettoyer et qu'on va éclairer avec un laser, ce qui va permettre d'extraire des électrons. Et ensuite, on a une partie ici qui a ce qu'on appelle un polarimètre de Mott. C'est quelque chose qui fonctionne à grande énergie. On est plusieurs points. Ça peut coder en termes informatiques un peu le 0 et le 1 du langage binaire. Et on fait l'avion. Prenez tout le temps l'habitude en vous levant de plier les pieds. C'est-à-dire, ne vous levez jamais comme ça. C'est pas bien. Levez-vous tout le temps comme ça. D'accord? Très bien. Allez, là. Descends.